Se distinguant par des textiles originaux, de couleurs vives, d'imprimés audacieux, enracinés dans les identités culturelles du continent, la mode africaine, secteur en plein essor, s'impose de plus en plus au-delà des frontières africaines. Pourtant, ce potentiel immense présente de nombreux défis, notamment d'industrialisation encore limitée, de faibles capacités de production, difficulté à structurer une véritable chaîne de valeur, mais aussi des enjeux de visibilité et de construction d'une image de marque forte sur la scène internationale. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Africa Newsroom. Au sommaire, mode en Afrique, de l'artisanat à l'industrie. Et pour en débattre, nous avons avec nous des invités spéciaux, notamment Pathéo, créateur de mode. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Caroline Okeyi, directrice des études de l'École internationale Michel Yakis. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Isabelle Ando Vieira, styliste, créatrice de la marque Isande. Bienvenue sur ce plateau. Merci, ravie d'être là. C'est nous. L'Afrique est à la fois productrice de matières premières, notamment de coton, mais reste encore exportatrice de textiles et le marché de consommation est encore en difficulté de croissance. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction et on se retrouve juste après. Grâce à des réformes structurelles menées et d'excellents rendements, le Bénin s'est hissé au rang de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest, confirmant ainsi son leadership régional. Le pays affiche la meilleure productivité régionale avec un rendement impressionnant de 0,73 tonnes de coton par hectare. Cette performance le place devant des nations souvent plus reconnues pour leur production brute comme le Mali et le Burkina Faso. Au cours de la campagne 2023-2024, le Bénin a récolté 637 677 tonnes de coton-graines, s'affirmant comme un acteur clé de la filière en Afrique de l'Ouest. Cette performance de la filière coton au Bénin n'est que le résultat des politiques publiques agricoles qui sont mises en œuvre depuis un certain nombre d'années, une décennie maintenant. Donc, il faut dire clairement que le Bénin travaille beaucoup et pour améliorer la productivité, le rendement dans le secteur agricole. Donc, le résultat du coton vient confirmer de plus belle manière les efforts que les autorités béninoises sont en train de mettre en œuvre pour développer une chaîne de valeur du coton aux filatures et à l'habillement. La filière cotonnière est essentielle à l'économie de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, constituant une source majeure de revenus pour des milliers de petits producteurs et une part significative des exportations de l'UEMOA. Le rendement à l'hectare est un indicateur clé de la productivité agricole, de l'emploi et de la contribution au PIB. Au Bénin, le secteur agricole représente 24% du PIB et emploie environ 28% de la population active. C'est un bel exemple que les autres pays doivent suivre, mais nous devons garder à l'esprit que pour la viabilité de ce projet de développement de ces filières coton, il va falloir développer une chaîne de valeur régionale au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir bénéficier des économies d'échelle. Si ce rythme de mobilisation se maintient sans problème logistique majeur, le Bénin est bien parti pour non seulement atteindre ses objectifs, mais surtout asseoir durablement sa domination sur le marché ouest-africain. C'était le reportage sur le Bénin qui s'est hissé au rang de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest avec plus de 600 000 tonnes de coton-graines en 2024. Pathéo, je me tourne vers vous. Comment justement transformer ce potentiel en véritable industrie structurelle? Je veux dire que là, ça dépend de la volonté des responsables politiques africains. Parce que d'abord, le coton, c'est une production de toute la population, bien sûr. Mais quand le coton est prêt, comment le transformer aussi, ça deviendrait aussi avec la volonté de nos responsables. Et ce qui n'est pas aujourd'hui, chose faite. Nous avons le coton, le coton bien, le vrai coton qu'on a besoin. Mais dès que le coton la cueillette est finie, alors après on ne va plus le coton est parti. Ce qui nous revient, c'est la croûte de coton. Ce n'est pas le vrai coton qui nous revient. Et nous sommes obligés maintenant pour travailler, d'aller sur le marché et voir ce qui nous est revenu de matières pas tout à fait ce que nous voulons. Caroline Okeyi, réaction sur ce volet? Oui, effectivement. Merci aussi de l'opportunité.
Effectivement, je pense que transformer nos matières premières doit être notre priorité. Parce que si nous ne passons pas l'étape de l'industrialisation, nous ne pourrons rien faire. Effectivement, quand notre coton est produit, il est renvoyé dans les pays asiatiques. Et nous, on est tributaires de tout ce qui nous revient de ces pays-là, mais qui sont synthétiques. Donc, tout est une question de volonté politique. Certains pays l'ont réussi. Si nous prenons l'Éthiopie, l'Éthiopie a un vrai parc industriel, mais c'est une volonté politique. Sur une dizaine d'années, c'est vraiment un système qu'on a mis en place pour que le textile profite aux Éthiopiens avec une main-d'œuvre locale, avec des transformations en textile, en produits finis qui sont revendus à l'étranger. Donc je pense qu'on a besoin véritablement d'une transformation locale pour que ça serve aux créateurs locaux et qu'on ne soit plus en train de courir après les chutes de tissus qu'on nous ramène de l'étranger. Voilà. Vous avez une réaction ? Oui, alors déjà moi après ce reportage, je suis fière que le Bénin déjà se soit pris et commencer à développer le coton et commencer à produire. Il faudrait que les autres pays aussi suivent. Je pense que la Côte d'Ivoire le faisait il y a un bon moment. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Mais voilà, donc c'est un bon exemple à suivre et il faut continuer vers cette voie-là. Et c'est une volonté politique, quoi. C'est eux qui font les choses. Donc il faudrait vraiment qu'ils comprennent qu'il faut des usines. Voilà, il faut des usines et notre secteur est pourvoyeur d'emplois. C'est incroyable à quel niveau, je pense qu'ils n'en ont même pas idée. Donc voilà, de la récolte jusqu'au produit fini, il y a énormément d'étapes et il y a énormément de métiers. Donc rien que pour ça, déjà, il faut franchir le pas, quoi. Il faut vraiment y penser. Théo, le secteur est encore dominé justement par des PME et artisans qui sont évalués à plus de 90% justement des entreprises. Comment ce secteur peut devenir un levier majeur d'emploi, effectivement? Bon, il faudrait aussi, c'est la volonté politique. Hein. Il faudrait que l'Afrique sache que le développement africain ne se fera que par des Africains. Alors, quand vous regardez aujourd'hui, un couturier qui veut travailler par exemple avec une matière, il est obligé d'aller chercher une matière qui ne sert même pas le climat qu'on a aujourd'hui. Vous allez chercher, par exemple, on a besoin du coton pour les Africains. Maintenant, on se retrouve avec tout ce qui est matière venant de l'autre côté, qui est, de façon générale ne nous sert pas parce que d'abord, pour le climat, ça ne nous sert pas. Ensuite, des fois aussi, il n'en est pas assez. On est obligé chaque fois de changer des couleurs ou des genres parce que ça ne vient pas de chez nous. Par contre, s'il y avait une volonté politique, comme disait la jeune dame, ça veut dire qu'il y avait une possibilité de production et il y avait un choix à faire pour les créateurs de travailler notre matière qui devait être la nôtre et qui pouvait servir déjà l'Afrique et aussi servir aussi d'autres pays. C'est ce qu'on appelle peut-être le développement par rapport au produit des pays. Caroline Okoye? Je pense que on a un secteur plutôt informel. Les PME qui arrivent à se prendre en charge ne sont pas nombreuses parce que c'est un secteur qui n'a pas été longtemps considéré. Donc, je prends l'exemple, quand les élèves sortent des établissements, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc, du coup, on a un secteur très informel et les PME n'arrivent pas à garantir des emplois. Si vous prenez combien de couturiers sur la place sont capables d'embaucher des jeunes et de leur fournir des salaires décents. Parce que toute la chaîne de valeur, là, elle est vraiment déstabilisée. S'ils n'arrivent pas à avoir des commandes, de grandes commandes, s'il n'arrive pas à payer son personnel, c'est vrai qu'il sera plutôt dans l'informel. Donc, on dit le secteur est dynamique, mais il est dynamique dans l'informel. Et donc, la problématique, c'est comment on formalise ce secteur pour qu'il ait un poids économiquement avec des chiffres traçables et qu'on puisse aller devant des bailleurs de fonds ou des banques pour avoir des prêts. Donc, c'est là l'enjeu du problème. Et quels peuvent être justement ces mécanismes-là? Ah bon, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des mécanismes bancaires. C'est-à-dire qu'on sait que notre secteur, il est difficile. Mais il y a des fonds d'investissement qui accompagnent des structures pour rendre ce secteur-là viable. Il faut aussi l'écosystème s'y prête. Si nous n'avons pas d'usine de fabrication textile, comment
comment on va vendre nos productions. Et il y a aussi le mécanisme de, on va vendre aux pays africains. Mais qu'est-ce qu'on vend aux pays africains? Qu'est-ce qu'on se vend entre nous? Donc, il y a des problématiques à résoudre. Les problématiques de gestion logistique, de transport, comment on transforme, comment on vend, et toutes ces barrières douanières. Donc, quand cet écosystème-là sera bien huilé, toutes ces barrières seront levées, les banques vont voir, ou les fonds d'investissement vont voir un intérêt à financer des entreprises de mode. Et on a des marchés d'abord sous-régionaux à capter. Et après, on pourra exporter et avoir une plus-value. Mais c'est vraiment, on est dans un tourbillon d'un écosystème qui a besoin d'être huilé. Voilà. Réaction, Isabelle? Bon, je pense que tout a été dit, enfin presque, en tout cas les grandes lignes. C'est vrai qu'on a l'impression, on est dans un écosystème on a l'impression que ça tourne, mais ça ne tourne pas parce qu'à chaque maillon, ça bloque. Alors, donc, au niveau de la production textile, ça va bloquer parce qu'on ne trouve pas les matières dont on a besoin. Il faut les acheter, il faut aller se fournir à l'extérieur. Bon, souvent, ça revient cher quand tu fais du prêt-à-porter et que tu dois produire en quantité. Bon, ça, c'est un détail. Après, il y a l'informel. Il faut suivre les PME. Il faut qu'elles soient accompagnées. Il faut également aussi de la formation. Il faut de la rigueur. Ça passe par l'éducation. Voilà. Et je pense que vraiment, il faut vraiment se pencher, j'ai envie de dire intelligemment, dans le sens où, OK, on avance, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. On avance, ça bloque. Pourquoi ça bloque? On résout le problème. On avance, ça bloque, on résout le problème. Et au fur et à mesure, et en plus, il faut qu'on s'entraide. On est plusieurs, voilà. Donc, chacun ne peut pas avancer seul dans son coin. Donc, il faut qu'on se parle, il faut qu'on fasse des workshops, il faut qu'on fasse des reportages pour que tout le monde comprenne que déjà qu'il y a des choses à faire et déjà comprenne le secteur, comprenne qu'il y a de l'argent dans ce secteur-là, il y a de l'argent pour les créateurs, il y a de l'argent pour le pays. Voilà, donc il y a beaucoup de questions qui rentrent en compte dans ce petit tourbillon qui bloque à plusieurs niveaux, quoi. Au fil des années, il a su imposer une vision forte, celle d'une mode authentique africaine, fondée sur la valorisation des tissus locaux. Patteo, le couturier des chefs d'État, poursuit son engagement pour l'essor de la mode africaine entre tradition, modernité et influence mondiale. Son portrait dans ce reportage de la rédaction. Créateur de mode africain, Patteo, de son vrai nom, Patteo Draogo, incarne depuis plus de 55 ans l'excellence de la mode africaine. Né à Guibaré, en 1950, il débute sa carrière à Abidjan en 1969, où il apprend la couture pendant 9 ans dans les ateliers de Trècheville. En 1977, il franchit une étape décisive en ouvrant son propre atelier et en remportant le prestigieux concours des ciseaux d'or, marquant le début de son ascension vers la reconnaissance internationale. Dans les années 87, c'était, on va dire, un des premiers trophées de la mode en Côte d'Ivoire. Et c'était organisé par Minimax. Et donc j'ai été le premier lauréat et ça m'a vraiment encouragé. Au fil des décennies, Patteo impose sa vision forte, celle d'une mode authentiquement africaine fondée sur la valorisation des tissus locaux, comme le Fassodan Fani ou le Kita Baoulé. Artisan du textile et créateur engagé, il développe des collections qui s'adressent à une Afrique urbaine en quête d'élégance et d'identité, tout en appelant à dépasser le complexe vis-à-vis des modèles vestimentaires occidentaux. Son ambition dépasse la création artistique. Il milite pour une véritable industrialisation de la mode africaine, capable de transformer l'artisanat en une filière économique structurée. Apprenez le métier. Apprenez le métier. Tous ceux qui apprennent le métier, c'est pour le futur. C'est un métier où on ne prend pas la retraite. Au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, vous continuez d'abord même à travailler mieux. Surnommé le couturier des chefs d'État, Patteo habille des figures majeures comme Nelson Mandela, Paul Kagame ou Mohamed VI, renforçant sa notoriété internationale. Présent dans plusieurs pays africains, il emploie 60 personnes et poursuit son engagement pour la formation des jeunes et l'industrialisation de la mode africaine.
Son parcours illustre l'essor d'une création africaine entre tradition, modernité et influence mondiale. C'était le sujet portrait sur Pathéo, notre invité du jour. Pathéo, réaction sur votre vision justement du développement de la mode? Le chemin reste encore long. Il reste beaucoup à faire. Et ce qui est fait, bon, il reste beaucoup à faire. Les filles qui sont là savent que pour arriver à un niveau, d'abord ici, il y a tellement de barrières qui font que nous n'arrivons pas à développer ce que nous voulons. Parce que même quand vous voulez travailler la matière déjà, je dis ici, c'est à partir de 1990 que j'ai coupé de ne plus toucher le paille. Parce qu'en fait, en Afrique, tout couturier qui doit travailler, c'est avec le paille. Et le paille, c'est vrai, ça finit par être comme une tenue officielle des Africains. Alors donc, quand vous êtes dans cette façon de voir, alors vous n'avez pas beaucoup de possibilités de développer, sinon de travailler beaucoup plus avec beaucoup de matière. Donc, nous sommes obligés de s'arrêter complètement et de créer nos propres matières. Et aujourd'hui, c'est Pathéo, vous trouvez que ce qui est fabriqué chez nous, ce qui est fait par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on parle de tissu, qu'on va faire la couleur. Ensuite, maintenant, qu'on va faire la vraie tenue de sortie. Donc, on part d'abord d'un tissu tout blanc, ou je ne sais pas, ça peut être tout rouge, tout jaune, mais on transforme la couleur. Après cette couleur-là, maintenant, on essaie maintenant de travailler avec les lignes que nous voulons, les formes que nous voulons, les modèles que nous voulons. Donc, il y a longtemps qu'on ne touche plus, mais je vous assure que ce n'est pas facile. Ce n'était même pas notre boulot, ça. Nous devrons être prêts. Et quand nous sommes là, on devrait trouver tout ce que nous voulons comme matériel pour travailler. Mais sinon, soit vous travaillez avec les matériels qui viennent de l'extérieur, et si vous voulez habiller les Africains, d'abord, c'est impossible. C'est pour ça que nous avons décidé de ne plus toucher à aucun tissu, sauf le tissu Pathéo. Et ça nous amène maintenant à créer des modèles Pathéo, qui est uniquement fait pour ça. Caroline, réaction justement sur ce volet-là, passer de l'artisanat à une industrie structurée? Oui, en fait aussi, c'est un combat noble. C'est parce que, par exemple, la maison Michel Yakis était aussi en quête d'identité et s'est vue en train de réunir des femmes pour le tissage. Parce qu'on a besoin de matières textiles en coton pour notre climat, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un combat à faire. L'artisanat, il y a des marchés pour l'artisanat. Il y a des marchés pour ce secteur-là. Mais on ne le développe pas assez dans nos pays. Et ce qui fait que toute cette main-d'œuvre de femmes, de jeunes qu'on peut employer pour soit la teinture comme le fait Pathéo ou le tissage comme le fait Michel Yakis, nous permet au moins de résorber le chômage. Donc, il y a ce travail à faire dans l'artisanat. Comment on structure tous nos artisans pour qu'ils produisent pour ces créateurs locaux-là qui vont faire des créations qu'on peut exporter avec une identité propre à la culture africaine, ivoirienne. Et puis, il y a l'industrialisation. Comment on crée des usines pour transformer nos matières premières en des vêtements portables destinés aux pays européens aussi asiatiques. Moi, je rêve qu'un jour qu'il y ait ce changement de paradigme, qu'on puisse produire des vêtements en coton avec une identité culturelle africaine pour vendre à tous ces pays asiatiques et européens qui nous vendent des vêtements. Donc, il y a du travail à faire. Côté artisanat, il y a un travail à faire parce qu'on peut regrouper tous ces artisans-là avec vraiment des chemins très, très pointus. Comment on transforme le tissage? On a du beau tissage en Côte d'Ivoire. Chaque région de la Côte d'Ivoire a un tissage. Mais comment on le fabrique pour qu'il soit accessible à tous ces créateurs, à toutes ces populations? Et nous-mêmes, il faut aussi se vêtir de ce qu'on produit. Si on est toujours en train d'acheter des vêtements chez des marques étrangères, comment on va se développer? C'est la question. Isabelle Ando, justement, la faible capacité de production des ateliers des marques africaines empêche-t-elle de répondre à la demande internationale et déjà même africaine? Alors, oui, déjà, bon, la demande... Alors, pour pouvoir vendre des vêtements à l'étranger dans une marque de prêt-à-porter, il faut vraiment produire en masse, entre guillemets, d'accord? Donc, c'est industrialiser la production.
Pour industrialiser la production, aujourd'hui, c'est le prêt-à-porter. D'accord? Donc le prêt-à-porter, c'est vraiment des... Alors c'est un secteur qui a des étapes qui sont claires. Donc ça passe par l'apprentissage, ça passe par la formation. C'est un processus qui est très rigoureux. Donc il faut que les jeunes se forment, les jeunes stylistes, les jeunes modélistes se forment. Il faut que les couturiers aussi se forment. Parce qu'il y a des techniques de production où ça va vite, en fait. On a des pieds de biche, des différents pieds qui facilitent le montage de certains vêtements. Donc, en fait, tout ça, à la base, c'est une question de formation aussi. Donc, et là même, bon, je n'ai même pas parlé du modélisme assisté par ordinateur. Aujourd'hui, le CAO modélisme, c'est-à-dire qu'on ne fait plus le modélisme à la main comme ça. Dans beaucoup de pays internationaux, on le fait à l'ordinateur. Combien de marques aujourd'hui africaines le font? Bon, nous aujourd'hui, au sein de notre structure, on a eu la chance d'acquérir ce logiciel et on est en train de discuter justement avec Michel Yakis pour que ce logiciel-là intègre l'école, pour que les élèves soient formés à travailler ce logiciel qui passe ensuite par la structure qu'on a qui s'appelle Studio 4 et ensuite, voilà, et on essaie aussi de réfléchir à d'autres manières, pourquoi pas que d'autres viennent utiliser, enfin voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de s'entraider en fait, parce que seul on ne peut pas y arriver. Voilà, donc capacité de production, ok, collection de prêt-à-porter, voilà, parce qu'avec le sur-mesure déjà c'est un peu limité quoi. Et bon après j'ai sauté aussi l'étape de l'artisanat du textile. En réalité l'artisanat, le tissage, ça coûte cher. Parce que ça prend du temps. Donc, si on veut intégrer ce textile-là à l'international, les vêtements vont coûter super cher. Donc, comment est-ce qu'on transforme ce tissage ou ce pagne tissé, qu'on le minimise, qu'on l'allège, qu'on le rende un peu plus souple, ou bah, même qui reste à ce poids-là, par exemple, pour faire des manteaux, pourquoi pas. Enfin, mais c'est une réflexion à porter ensemble, quoi. Nous, on organise beaucoup de workshops et tout, et bientôt même, on a un cercle de réflexion qui va se faire. Bon, ça devait se faire en avril, mais bon, voilà. Mais enfin, voilà. Donc, tout est une question de transmission, de rigueur et de... Caroline, vous qui êtes directrice justement de l'École internationale Michel Yakis, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, la formation actuelle en stylisme en Afrique répond-elle aux besoins du marché de la mode? C'est une grande question. Est-ce que ça répond aux besoins de la mode? Je ne crois pas. Mais ça répond aux besoins présents. Je veux dire, on a besoin de former des jeunes. Parce que pour moi, tout métier s'apprend. Autant le médecin fait 9 ans, un bon créateur doit apprendre son métier. Et donc, je me réjouis que la vision de la mode ait changé. Je pense que quand je démarrais dans les années 2000, on nous envoyait des gens qui n'avaient pas de niveau pour venir se faire former. J'ai rien contre eux. Mais si nous devons avoir une vision assez, je veux dire, lointaine de la mode, il faut qu'on soit formé. Et de plus en plus, j'ai des jeunes qui viennent se former. Mais malheureusement, on n'a pas un écosystème pour les former dans plusieurs spécialisations. Donc, généralement, et de plus en plus, je les forme comme entrepreneurs pour travailler parce qu'on a un autre problème avec les jeunes. Ils veulent arriver vite, mais sans faire d'efforts. Donc, comment on combine cette jeunesse qui veut aller vite et la formation? Donc, on met l'accent sur la formation, sur le métier, mais on ne forme pas qu'on devrait former pour une industrialisation. Parce qu'on n'a pas l'écosystème qui va les embaucher, on n'a pas des entreprises qui vont les prendre comme ouvriers et les donner un salaire. Donc, on les forme pour être auto-entrepreneurs. Mais ça a changé quand même, hein. De plus en plus, les jeunes viennent à la formation. Mais il y a encore un travail à faire pour qu'ils prennent le temps. Quand on finit une formation, on va en stage. Et ça, les jeunes ont du mal à comprendre que je finis une formation, je vais aller en stage chez Isante, chez Patéo, chez tout le monde. Pour eux, je dois déjà être star. Comment être vu et se faire voir? Alors que nous, ce n'est pas notre objectif. C'est vraiment former des jeunes capables de rester longtemps et de voir loin dans la mode. C'est ça le problème en fait en Afrique. Merci. Je vous invite à marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission. De retour sur ce plateau d'Africa Newsroom, comment l'Afrique pourrait devenir un acteur mondial de référence en matière de mode?
Nous abordons dans cette deuxième partie de l'émission la valorisation culturelle et l'influence internationale de la mode africaine, toujours en compagnie de nos invités Pathéo, créateur de mode, Caroline Okei, directrice de l'École internationale Michel Yakis, et Isabelle Andovira, styliste, créatrice de la marque Isande. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur la mode africaine qui gagne en visibilité, notamment un sujet sur le Canex, et on se retrouve juste après. À Alger, la créativité africaine s'évite sur la scène mondiale. La foire commerciale intra-africaine IATF, placée sous le thème One People United in Culture, Creating for the World. L'événement réunit pendant une semaine des créateurs venus de tout le continent. Mode, musique, cinéma, art visuel ou encore gastronomie, un marché géant des industries créatives. Des défilés, des masterclass et des performances en direct offrent une vitrine sans précédent aux talents africains avec un objectif clair, transformer la créativité en moteur économique mondial. Le Canex est conçu pour accroître la part de l'Afrique dans le commerce mondial des produits créatifs grâce à des financements ciblés, un appui à la facilitation ainsi qu'une assistance technique. Mais ce n'est pas seulement une stratégie ni un simple programme, c'est une vision, libérer la créativité africaine, donner du pouvoir aux artistes, stimuler les échanges culturels. Grâce à Cannes, les créateurs africains s'imposent sur les podiums internationaux. À Paris Fashion Week, des marques comme Lagos Space Programme ou TB Magugu ont mêlé artisanat et modernité, définissant l'image de la mode africaine. Un véritable secteur en pleine expansion. Pour accompagner cette croissance, Afreximbank a doublé son soutien à Cannes avec 2 milliards de dollars dédiés à l'économie créative sur 3 ans. Je suis venue pour chercher des partenaires, une ouverture, faire des échanges aussi avec les autres pays africains. C'est d'ailleurs ma première participation à l'exposition Canex IATF et ça a été incroyable. Les échanges, les contacts que nous avons noués, on me parle déjà de l'ouverture d'un concept store à Casablanca et à Paris. Cela m'a offert des très belles opportunités et d'excellentes connexions. Cannes ne se contente pas de célébrer la mode africaine, il la structure, la finance et lui ouvre les marchés mondiaux. À travers la formation et le financement, il transforme la créativité en moteur économique durable. C'était le reportage justement sur la mode africaine qui s'impose sur la scène internationale avec un marché de la mode estimé à 15,5 milliards de dollars. Pathéo, dès le départ, les créateurs doivent penser international. Oui, bien sûr, mais il faut avoir des racines avant de penser sur le plan international. Parce que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est la formation. C'est-à-dire quand vous voulez même avoir des gens à former, c'est déjà un problème. Il faut d'abord qu'il y ait une structure bien solide pour être connu sur le plan international. Parce qu'il faut produire. Et pour produire, il faut avoir des gens que vous avez bien formés et qui savent aussi, qui veulent aussi travailler. Aujourd'hui, quand vous cherchez un apprenti en Afrique, c'est comme si, je ne sais pas par quel moyen vous allez pouvoir être sûr que cet apprenti qui arrive est là pour 1 an, pour 2 ans. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a, moi je pense que aussi ça doit être politique. Il faudrait que les politiciens aussi prennent ces côtés monde-là comme un secteur aussi, comme tous les secteurs du développement. Parce que la mode devient comme quelque chose à part. Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens se battent pour pouvoir réunir des gens, les former et arriver à un niveau où ils peuvent travailler pour la maison. C'est vraiment un vrai problème qu'on a aujourd'hui. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une volonté quand même politique qui s'amène quand même. Isabelle, réaction? Il faut me dire où aller parce que là, je vais partout dans ma tête. Là, réaction justement sur ce volet. En fait, les créateurs justement doivent penser dès le départ à s'exposer sur la scène internationale. Moi, je dirais non. Je dirais non parce que je suis d'accord avec Papa Pathéo quand il dit avant de penser international, il faut avoir les racines. Si quelqu'un ne sait pas créer une collection, si quelqu'un ne sait pas voir comment connaître les différentes étapes de production, les différents process, et n'est pas entouré d'une équipe de production qui va arriver à suivre. Ok, on va se dire, bon, le créateur, il vient, il veut aller produire en Chine, mais il n'a pas la capacité de produire en Chine. On demande des quantités énormes. Donc,
On commence ici et je pense qu'entre nous, on pourra quand même... Je veux dire que si chacune des marques africaines se débrouille pour vendre déjà à toute l'Afrique, je pense qu'on sera pas mal hein, niveau poche, quoi. Donc voilà, c'est ma réponse. Caroline, réaction? Comment penser international si en local, on n'a même pas de main-d'œuvre qualifiée? Comment penser international si le métier, nous ne consommons pas d'abord localement? Comment on peut vendre un rêve à l'international si nous ne nous approprions pas notre rêve? Pour moi, c'est une folie. Parce que ce qu'on voit, ce sont des marchés de niche, ce sont des marchés de luxe. Mais ça profite à combien en Afrique? Ça, c'est deux débats différents. Pour moi, il faut d'abord penser stratégie locale africaine. Est-ce que c'est ancré? Est-ce qu'on comprend la mode que c'est un métier? Est-ce qu'on a des écoles, on a des universités, on a des usines? Est-ce qu'on a des curricula adaptés à la formation? Parce que quand je pense international, il faut que j'assume mes arrières. Est-ce que je peux produire, si on me demande 5000 pièces en un mois? Je ne peux pas. Donc pourquoi je rêve grand alors que je ne peux même pas consommer, habiller tout le quartier de la zone, mais tous les cadres même de ce pays? La stratégie, elle est graduelle. Il faut qu'on maîtrise le marché africain. Pour moi, on ne saute pas les étapes. Parce que justement, en voulant voir grand, on a des créateurs qui s'imposent sur les marchés internationaux. Mais c'est à petite échelle. Et ça ne profite même pas à l'économie africaine. Voilà, donc pour moi, c'est une folie en fait. On brûle des étapes. Voilà. Et en fait, on a été, ça me fait penser à, on a été, c'était en Afrique du Sud à une année. On nous a envoyés en Afrique du Sud avec tous les moyens qu'il fallait et tout. Ok, on vient avec nos pièces, nos protos. Moi, je suis tombée sur un magasin qui m'a demandé, ok, ouais, j'adore cette robe-là. Je la veux en 2000 exemplaires. Je produis comment? Je produis où? Qui m'accompagne? Même ceux qui m'ont envoyé là-bas ne peuvent pas m'accompagner financièrement. Il y a un souci. On saute des étapes. Donc, quand on organise ce genre de choses-là, je pense qu'il faut déjà s'entourer des gens du métier pour savoir ce qui manque, ce qu'il faut et comment y aller, quoi. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se développer ici d'abord avant de chercher à aller. Parce que ça va pas le faire. Et quelles sont les difficultés justement que vous énumérez à ce niveau? À ce niveau-là, on revient à la formation. Je pense qu'essentiellement, avant la formation, il faut parler de notre métier. Il faut valoriser le styliste, il faut valoriser le modéliste, il faut même valoriser le piqueur, celui qui pique à la machine en fait. Il faut valoriser ces métiers-là. Et je pense qu'il n'y a que les politiques qui peuvent valoriser ce métier-là à travers l'éducation, à travers des émissions, enfin, à travers plein de choses, en fait, même faire des conférences, je ne sais pas. Mais une fois que les jeunes auront vu qu'en fait, c'est un métier très noble et c'est un métier qui peut nourrir son homme et vraiment, il y a énormément de richesses, ils vont venir vers nous. Et ensuite, nous qui sommes là depuis, on va pouvoir enclencher la machine et puis qu'elle puisse se dérouler facilement. Théo, réaction sur ce volet? Déjà, il faut que les gens pensent. Est-ce que les gens savent même ce que c'est que la mode? C'est déjà le problème. Les gens pensent que quand on a l'argent, on va les s'habiller, je ne sais pas, Milan, Paris, je ne sais pas quoi. Et on vient en Afrique. Et puis maintenant, on minimise ce que nous faisons sur place ici. De façon comme ça, comment on peut avancer? Ce n'est pas possible. Parce que les gens ne peuvent pas imaginer le boulot qu'il y a dans ces métiers. Quand vous arrivez, pour arriver à même âge qu'on vous appelle Michel Yakis, c'est un travail que vous ne pouvez pas imaginer. Au départ, pour arriver à un niveau, même quand on veut sortir un peu la tête un peu de l'eau, on va couper. Il y a un vrai problème qu'il faut d'abord que l'État même lui-même crée des structures de formation déjà. Des vraies structures de formation. Si les gens sont formés, déjà ils savent, dans la formation, on leur montre que ce n'est pas un métier comme les gens disent tailleur du quartier, si tu n'as rien à faire, tu deviens tailleur. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Donc, il y a tout ça qu'il faut d'abord. C'est vraiment une ligne qu'il faut suivre jusqu'à la fin. Sinon, on est là, on travaille, mais ce n'est pas ça. Caroline, je voulais dire que je me rends compte que le ministère de la formation professionnelle a pensé refaire les curricula,
Mais pour moi, c'est dès le premier cycle, le second cycle, en classe de troisième. Il faut donner la possibilité aux jeunes de dire que je rentre dans une carrière mode. Quand je rentre dans une carrière mode, c'est que l'État, en amont, a mis tout le système pour dire qu'il va faire carrière, il va travailler, il y a les apprentis, il y a toutes les spécialisations. Ce qui veut dire que l'écosystème existe. Parce que quand on finit de former tout ce monde-là, il faut que les gens puissent... Et puis, ce qu'on a oublié, tous les problèmes fiscaux qu'on a. Vous ne pouvez pas appliquer des taxes, des impôts à une structure qui n'arrive même pas à se développer, à payer ses charges. Comment l'État met en place des avantages fiscaux pour ces métiers-là, de sorte qu'on puisse avoir une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre bon marché, mais qui puisse vivre. Donc, il y a un travail, c'est comme je l'ai dit dès le début, c'est un écosystème. Et on ne va pas résoudre un seul point de l'écosystème. C'est plusieurs pans qu'on doit chercher à résoudre. Et pour moi, je reviens. Les autres pays l'ont réussi. Hein? Le Nigeria a fait un marketing agressif culturel. Par tout ce qui est film au Nollywood. Les vêtements sont vus. Maintenant, on porte les vêtements Yoruba. Ils l'ont fait, ils l'ont imposé. Le Maroc aussi a parlé de technicité. Le Maroc est proche de l'Europe. Ils l'ont réussi par leur technicité. L'Éthiopie a réussi. Mais nous devons chercher notre identité. Qu'est-ce qu'on fait? Et Papa Théo le répète depuis le début, c'est une volonté politique. On le décide sur 10 à 20 années. La Côte d'Ivoire va devenir le hub, mais l'Afrique. Comment on s'y emploie? Il ne faut pas attendre qu'il y ait des changements politiques pour déplacer celui qui a le cerveau. Il faut qu'il reste en place et qu'il conduise cette politique-là, textile, et qu'on y arrive. Donc, c'est vraiment une réflexion de longue haleine. Nous allons suivre ce reportage de la rédaction et on se retrouve juste après. À New York, en marge de la Fashion Week, l'Afrique impose sa créativité avec Orun X Designers. 2 jours de défilés, d'expositions et de performances où la Côte d'Ivoire et le Bénin sont à l'honneur. Ici, la mode n'est pas seulement une question d'esthétique, elle devient un vecteur de développement économique et culturel. Pour la première fois, chaque créateur a dû intégrer l'intelligence artificielle dans son processus, une façon d'ancrer l'Afrique dans les technologies de demain tout en valorisant son patrimoine. Un symbole fort également, la place donnée au coton, longtemps associée à l'exploitation et l'esclavage, mais aujourd'hui réinterprétée comme matière de fierté et de création. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de tout ce qui est technologie, IA, métaverse. Et tout ce que nous développons, nous concevons dans l'univers d'Orun vit dans 2 dimensions, le réel et le virtuel. Et donc, le studio sert à enrichir, à magnifier toute cette expérience, apporter cette touche technologie et moderne dans les œuvres que nous concevons. Et au niveau du réel, ce sont nos vêtements, ces expériences et vraiment d'autres secteurs que nous touchons en dehors du fashion qui matérialisent concrètement tout ce qui vit dans le virtuel. Et donc, tout ceci crée un écosystème vraiment complet. Un écosystème qui se construit aussi grâce à la diversité des talents. Pendant ces 2 jours, des créateurs ivoiriens et béninois sont venus présenter leurs œuvres à New York, une invitation qui a une résonance particulière pour le Bénin. Nous avons reçu cette invitation comme un honneur fait au Bénin, dont le travail dans ce domaine ne se fait plus discret. C'est un travail qui a pris son envol et la volonté du pays de transformer le potentiel qu'il a en matière de patrimoine, en matière de créativité. Tout cela aujourd'hui commence à faire son petit bonhomme de chemin et c'est avec bonheur que nous avons accueilli cette invitation. Avec Orun X Designers, l'Afrique ne se contente pas de participer à la Fashion Week. Elle en redéfinit les contours. Des shows futuristes, des créateurs qui dialoguent avec leur histoire et des femmes mises en avant comme des reines. Et pour conclure, la musique de la famille Baptiste, venue de Louisiane, symbole vivant du lien entre l'Afrique et sa diaspora. C'est audacieux, innovant, inspirant, à l'image du continent, et ce n'est qu'une étape. La créativité africaine trace désormais sa voie sur la scène mondiale. C'était le reportage de la rédaction justement sur la place de l'innovation au sein de la mode. Pathéo, l'innovation dans la mode africaine doit-elle passer par la technologie, les nouveaux matériaux ou plutôt par la réinterprétation des traditions? Oui, mais je suis d'accord, mais moi je pense qu'il faut d'abord avoir un fond, une racine. Et aujourd'hui, il n'y a pas ces fonds-là. Parce qu'il faudrait d'abord que pour ceux qui veulent que la mode soit réellement un métier, il faudrait que l'État lui-même
considèrent la mode, regardez toutes ces formations que les gens font. Quand les gens en Afrique, quand les gens ont un diplôme, qui ont le diplôme, quand ils partent avec ces diplômes, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils cherchent maintenant, soit aller, je ne sais pas, pour aller en France ou je ne sais pas où. Mais là-bas, qu'est-ce qu'on attend? Toute cette jeunesse qui est en train de chercher à partir. Alors qu'il y a une possibilité de faire, par exemple, la mode, qui est quelque chose qui est extraordinaire, qui peut tout faire pour nous, l'Afrique. Si la politique essayait de créer la structure, des vraies écoles de couture, ou des vraies sections de couture, tout ce qui est possibilité de réunir tous ces jeunes-là, pour que chacun puisse être, ça allait être quelque chose d'extraordinaire pour la mode. On allait être loin. Mais c'est les créateurs eux-mêmes qui se battent pour ne pas mourir. Sinon, on n'est pas aidé. On n'est pas soutenu. C'est une vérité, il faut le dire. Voilà. Isabelle, justement, pour vous, quelle est la place de l'innovation dans le développement de la mode en Afrique? Et je pense qu'il faut se réapproprier nos traditions. Ça, je pense que c'est primordial. Tout à l'heure, Madame Okei disait le Nigeria, le Ghana, enfin tous ces autres pays-là, ils arrivent à se, comment dirais-je, propulser par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qu'ils proposent? Nous, qu'est-ce qu'on propose traditionnellement? Moi, je vous avoue, moi, j'ai fait mes études en France. Je suis rentrée après mon bac, j'ai fait mes études même de mode en France. Dès que j'ai fini, je suis rentrée. La culture africaine, je trouve qu'elle n'a pas assez de place. Je ne sais pas comment le dire. Les traditions, en tout cas pour ma part, n'ont pas eu assez de place dans mon évolution. Après, on peut aller la chercher, il n'y a pas de problème, mais je pense que ça doit faire partie aussi de l'éducation. D'où est-ce qu'on vient, quels sont nos... Bon, aujourd'hui, il y a Internet, on peut aller chercher, il n'y a pas de problème, mais il faut se réapproprier nos traditions, ça c'est clair. Et puis aujourd'hui, on a l'ère du numérique, donc il faut en profiter. La technologie, on ne peut pas faire sans. C'est pas possible. Je vous parlais tout à l'heure de modélisme assisté par ordinateur. Ok, mais avant de faire modélisme assisté par ordinateur, si tu n'es pas modéliste, tu ne peux pas. Si tu ne sais pas utiliser un ordinateur, bah, tu ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apprend aux élèves à utiliser des ordinateurs. Enfin, mais il y a vraiment des nœuds à différents niveaux, quoi. Mais on revient toujours sur l'éducation, quoi. Caroline? Ils font partie d'une inspiration. Qu'est-ce que l'Afrique a à offrir? Quand on a la base culturelle, on a l'inspiration culturelle, on mixe avec l'innovation et la technologie. Et il faut proposer quelque chose. Tous les continents proposent quelque chose. Nous, on propose quoi? On a une culture qui est sous-exploitée. Il faut l'exploiter, mais il faut qu'il y ait des sections de recherche. On n'a pas assez de recherche sur nos cultures, nos textiles, pour en faire une véritable proposition au monde textile, au monde industriel. Quand on l'aura compris, quand on aura trouvé ce qui est bon, ce qui peut être vendable, ce qui peut accrocher, mais on va éclore. On a la créativité, on a la jeunesse, il nous manque la structuration. Pathéo, justement, est-ce que pour vous, les plateformes numériques, notamment le commerce en ligne, peuvent-ils aider les marques africaines à contourner justement leurs limites de production, de distribution? C'est le futur. Je pense que c'est important, c'est très important. Mais avant tout ça, il faut une racine pour qu'on se base sur ça pour essayer de multiplier tout ce qu'il y a comme technique moderne. Si nous n'arrivons pas déjà à une base, il n'y a pas de technique moderne. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde produit à partir de tout ce qui est technique moderne. Quand vous allez partout, c'est ça qui voit. Mais pour arriver à ça, il faut qu'il y ait une fondation, et puis une politique même déjà, une voie tracée. C'est à partir de là que nous pouvons aller loin. Caroline, réaction? Des e-commerce, justement, les plateformes numériques, justement, quel apport Oui, le e-commerce, oui, c'est bien beau, mais si on n'a rien à vendre... Oui, non, mais parce que des sites de e-commerce, à un moment donné, il y en avait plein de sites de e-commerce sur la mode et tout, mais ils sont où aujourd'hui? Parce que la réalité nous a rattrapés. Donc, si on ne produit pas, on fait comment?
pour vendre. Vous allez avoir, je ne sais pas combien de pays là qui vont vous commander des... Ouais, mais non, on a plein de marteaux. Bon, ok, réglons le problème à la source. Donc le problème revient justement à la formation. Oui, je voulais rebondir sur cette question. Les sites de e-commerce étaient une solution palliative pour vendre nos produits partout. C'est vrai que via les réseaux, via les sites. Mais à un moment, on s'est rendu compte que les frais de transport avaient une marge importante sur le prix de revient. Donc finalement, pratiquement tous les sites de e-commerce sont fermés parce qu'on n'a pas résolu le problème de la logistique. Comment on livre la marchandise? On l'a fait un temps et après, la formation ne va pas tout résoudre, mais la formation va venir structurer au moins les acteurs. Quand on est formé, on pense loin, on pense stratégie, on pense mais qu'est-ce que je viens donner à la mode qu'elle n'a pas? Mais sans formation, moi je me rends compte quand je me balade sur les réseaux, tout le monde fait des masterclass. Mais c'est éphémère. Parce que quand la mode du bustier va passer, quand la mode de foufou va passer, qu'est-ce que tu retiens de la mode? Qu'est-ce que tu as appris? C'est important de se former. Et c'est normal. Vous, pour faire ce métier, vous avez une formation. Tout le monde a une formation. Pourquoi quand ce sont les créateurs de mode, tu peux aller apprendre ça, alors, pas besoin d'aller à l'école et tout ça. Mais une personne qui n'est pas formée, en fait, nous, quand on est sur les podiums, quand on regarde les défilés, on rigole parce qu'on voit les erreurs, mais je veux dire techniques, parce que on sent une personne qui a une formation ou pas. La formation ne résout pas tous les problèmes, mais elle démarre plutôt la structuration d'un secteur. Voilà, et la crédibilisation d'un secteur. Voilà. On a une voix pour parler, on a une voix pour s'exprimer, parce qu'on sait d'où on vient, on sait où on va. On a une vision, en fait. Donc, justement, pour vous, préserver l'authenticité tout en innovant. Vous partagez justement la même... Bien sûr, totalement. Authenticité, oui, l'authenticité dans tous les sens, hein, textile, culturel, voilà, développer ça, montrer le secteur tel qu'il est, une vraie communication autour, une vraie écoute, et puis bon, formation, accompagnement, financement. Donc, Pathéo, pour vous, justement, face aux fragilités, aux crises internationales, politiques, comment, justement, la mode africaine pourrait s'imposer pour être résiliente, justement, face à ces crises? Il faut d'abord que, comme elles sont en train de dire, il faut d'abord la formation. La formation, c'est l'essentiel d'abord pour aller de l'avant. Alors que quand vous dites, prenons par exemple, moi je prends par exemple Abidjan. Quand vous regardez tous ces couturiers qui sont là, ceux qui sont capables de produire 10 vêtements par jour sont très rares. Donc on ne peut pas parler de production, je ne sais pas, internationale ou quelque chose comme ça. Déjà, il faut localement, vous n'êtes pas vu. Il y a énormément de choses à faire dans cette mode-là. Mais je pense que si la politique s'y mêle, qui crée peut-être des structures de formation déjà, qui est tellement déjà formé, et aussi à partir d'il faut accompagner ceux qui sont formés aussi, parce que la mode, ça demande quand même beaucoup d'argent. Quand vous voulez créer, vous voulez transformer, vous voulez produire d'abord localement et internationalement, c'est beaucoup de choses. Il faut d'abord des gens qui vont vous accompagner, c'est énorme. Mais quand vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas comprendre. On dit que la mode, là, on va parler de la mode, mais quand on prend Abidjan, quand on va prendre tous ces créateurs qui sont capables de produire, vraiment réellement produire l'extérieur, ils sont combien? Pourtant, il y a longtemps qu'on est dedans. Réaction, en fait, il faut aussi qu'on puisse vendre nos créations. Il faut avoir des pays stables politiquement. Nos crises interminables nous ont plongé à 10 ans en arrière. Moi, j'aime cette phrase qui disait « La Côte d'Ivoire était la plaque tournante de la mode ». Elle n'est plus depuis. Parce que l'environnement politique a un impact fort sur une économie. Si on n'est pas stable, on ne peut pas parler mode. On avait des usines, elles ont été toutes fermées. On nous parle qu'on va mettre en place une zone franche. Mais il faut pratiquement qu'on mette en place cette zone franche. Il faut qu'on crée des usines. Je pense que c'est dans les PND ou dans les plans de nos gouvernants. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas parler de mode à l'étranger et tout ça. Je veux dire, voilà, c'est l'environnement qui nous permet de travailler. Si l'environnement n'est pas stable, si on a de nombreuses crises politiques, si le gouvernement se change, les ministres se changent, tel a initié un programme de la mode, quand l'autre vient, il pense que le programme ne lui convient pas.
on est en train de repartir en arrière. Merci Caroline. Merci Pathéo d'avoir été l'invité de ce spécial Africa Newsroom sur Africa 24. Merci. Merci beaucoup. Caroline Okoye, merci d'avoir été là. Merci, c'est un plaisir. Isabelle Ando Beira, merci d'avoir été là. Je vous en prie. Mode en Afrique, de l'artisanat à l'industrie était le thème de ce spécial Africa Newsroom à retrouver sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.